chéris. Merci d'être là, les chéris. Dans un instant, un énorme point people. Bien entendu, on reviendra sur Kenji dans ce point people. Et puis, vous verrez beaucoup de choses. Pour le moment, je vais vous montrer à quoi ressemble un Big Mac après un an. La vidéo qui choque sur les réseaux sociaux. Regardez ça. Après 1 an et 3 semaines, il est temps de dire au revoir au burger. Et il n'y a aucun signe de moisissure. 1 an plus tard, la salade est toujours verte. Elle ne s'est pas desséchée. Regardez comment elle est verte sur cette feuille. C'est tellement dingue. Allez, salut le burger. C'est incroyable. Alors, comment on explique ça? C'est incroyable, ça fait une publicité, je ne pense pas qu'elle soit de mèche, mais ça fait une publicité incroyable pour McDonald's. C'est-à-dire qu'un an après, les aliments ne vieillissent pas. Alors souvent on dit c'est de la mauvaise qualité. Il faut dire Burger King, c'est pareil. Ok, Burger King, j'ai la dalle. Tout ce que vous voulez. Voilà. Donc là, elle a pris un exemple et c'est vrai que c'est frappant. Parce qu'on pourrait se dire que la viande de mauvaise qualité moisie, que la salade flétrie, mais pas du tout, c'est totalement intéressant. De toute façon, la viande, elle moisie de toute façon. Non, à mon avis, alors elle n'est pas moisie là. Là, c'est une surcharge de conservateurs. Oui, bien sûr, c'est pas normal. Excusez-moi, qu'est-ce que vous en savez? C'est plutôt C'est une proposition à tes conneries. C'est bon les mecs, on va pas rentrer dans un... Je voulais juste vous montrer, on va pas rentrer dans un débat là-dessus. Merci, et bravo Bernard. Les chéris, on va commencer le point people avec une petite info immobilière. Je sais que vous adorez ça. Et moi aussi. Je suis un spécialiste de l'immobilier, j'adore ça. C'est ma passion, mais vraiment. Oui, les States porn, c'est ça. Plus que les voitures aussi. L'actrice américaine Nathalie Portman vient de s'offrir un hôtel particulier de 550 mètres carrés à 15 millions d'euros dans l'un des quartiers les plus chics de Paris. Est-ce qu'on aurait des photos, s'il vous plaît? On n'a pas les photos là? 15 millions. C'est où? 15. C'est à côté du Champ de Mars. Ah bonjour Fabien. Fabien. C'est un sublime hôtel particulier, on le voit. construit en 1912. Ça appartenait à... C'est une ambassade de départ. Elle l'a acheté au mania de celui qui avait inventé l'épilateur électrique. Mais oui, c'est avenue Montaigne. Non. C'est des rues qui donnent sur l'avenue de la Bourdonnais. C'est derrière. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. Voilà. Derrière la tour de Bourdonnais. Elle a racheté un manial qui avait tout refait déjà, qui a tout remis en état, qui a fait fortune dans... 15 millions d'euros, donc... Ah oui, c'est déjà pas mal. Hein. Ah ouais, on a d'autres photos. Son voisin direct, c'est le roi du Maroc. Ah ouais. Le créateur de WhatsApp. Le roi du Maroc, un hôtel particulier à côté aussi, bien sûr. C'est magnifique. Oui, la vue est exceptionnelle. Ah ouais. C'est pas mal. Mais on la croise dans le quartier en ce moment. Hein. Nathalie? Bien sûr. Elle est célibataire en plus. Elle est divorcée depuis le 8 mars officiellement. Avec Benjamin Millepied. Ah, exactement, le chorégraphe. Ouais, bien sûr. Il est parti dans la chaussure. Non, mais c'est... Il a fait fortune dans la chaussure celui-là. Et c'est pas mal. C'est beau, hein. C'est exceptionnel. Hein. 15 millions d'euros, 30 000 euros du mètre. 550 mètres carrés. Ouais, un peu moins de 30 000 euros du mètre, c'est une bonne affaire. Ça va, c'est correct. Ça me paraît. Alors, vous allez prendre ça pour la folie, les chéris. Mais sachez que dans ce quartier-là, elle a fait plutôt une bonne affaire. Hein. Très belle affaire. Je pense que dans 10 ans, elle leur vend le double. Et elle l'a racheté au mania de celui qui a créé l'épilateur électrique, qui a fait fortune. Non, c'est pas vrai. Ah, oui, il a vendu à peu près 80 millions d'appareils. D'épilateurs électriques? Oui, bien sûr. Ah ouais, pour faire... Ça a été une invention incroyable. Pour faire un ticket de métro, quoi. Peut-être, oui, si vous voulez. Merci. Non, mais c'est fou, ça. C'est fou. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, ce qui est important de rappeler, c'est quand l'immeuble a été construit, ça valait rien. Parce que tout le monde pensait que la tour Eiffel allait tomber. Non. Bien sûr. Et l'immobilier... Elle a un jardin, elle a 2 terrasses, un patio, salle de sport. Ah oui, c'est beau. Et quand même. Ça fait rêver. De quoi faire de belles soirées. Pas positionné? Pas du tout, je n'étais pas au courant de cette vente. Je n'ai pas les fonds. 4 étages. Voilà, je n'ai pas les fonds. Il y a 4 étages. Je fais le constat désolant qu'on en est là en France. Omar Sy donne son avis sur la polémique Aya Nakamura. Omar Sy, donc ici. Oui, il vient de sortir un bouquin. Il donne son avis un peu sur tout, sur la politique, mais surtout aussi sur l'affaire Aya Nakamura, qui n'aurait pas dû être une affaire, d'ailleurs il l'explique dans son livre, puisqu'il n'y a pas de débat possible, puisque voilà, c'est un choix artistique, encore une fois de plus. Et puis il n'y aura pas qu'elle, en plus, sur le concert de l'inauguration, il faut le rappeler quand même. Gilles? Moi j'ai une chose à dire. Quand on fait le choix, ce n'est que mon avis, quand on fait le choix de vivre à Los Angeles, de choisir Hollywood, on a la décence de ne pas s'exprimer sur la situation en France. Moi, je soutiens Aya Nakamura, mais moi, je trouve... Je suis très étonné que vous disiez ça. Oui, mais je donne que mon avis. Oui, je trouve qu'Omar Sy a un côté donneur de leçons, a un côté je détiens la vérité. Alors moi, je peux me permettre de dire un truc. Moi, je préfère, alors moi, je vous le dis, je préfère les mecs qui donnent leur avis plutôt que les planquer. Et je suis désolé, je trouve qu'au moins, il a le courage de donner son avis. Omar Sy, qu'on soit d'accord avec lui ou pas. Voilà.
il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas d'accord avec lui, des trucs sur lesquels je suis d'accord. Mais au moins, je vous dis la vérité, moi je trouve qu'il a quand même un peu des cojones parce qu'il pourrait se dire, je vais à Los Angeles, je fais ma vie, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe ici et je donne mon avis sur rien. Jean-Michel, t'es pas d'accord? On préfère les gens qu'on est coronesses que planqués. Bah lui, il est planqué. Il donne son avis sur la banlieue quand il y a une histoire avec une bavure policière. Il donne son avis tout de suite. Il tweet. Il habite dans le quartier le plus huppé de Los Angeles, derrière des murs, des enceintes. Il a le droit d'avoir réussi, excusez-moi. Bien sûr, ça, je suis d'accord. Il a le droit de donner quand même son avis, même s'il a réussi. Gilles, qu'il a une décence à pas se dire comme s'il était à la place des jeunes de banlieue. Il ne peut pas donner son avis, je suis désolé. Oui, pas parce qu'il n'habite plus dans les quartiers qu'il peut pas donner son avis. Excusez-moi. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis d'accord qu'il ait réussi et qu'il parte des quartiers. Moi, je suis parti de mon quartier dès que j'ai pu avoir de l'argent pour acheter une maison. Je suis parti. Je suis pas resté dans le quartier pour mes enfants. J'ai voulu mieux. Il a voulu mieux pour ses enfants. Mais il y a un truc un peu, ce que j'appelle ce syndrome de Mélenchon. Allez manifester, allez foutre le bordel, allez engrainer les gens. Mais moi, par contre, je serai pas là. C'est un peu le syndrome Mélenchon. Foutez le bordel. Moi, par contre, je vous regarderai. Je vous regarderai à la télé. Là, c'est un peu pareil. Il a décidé de partir. Tu donnes ton avis sur la situation de ton pays d'origine, ton pays d'enfance, ton pays. Il n'y a pas de problème. Sauf que ne faut pas engrainer les gens si t'es pas là. Là, le constat est désolant en France. Ah oui, t'es parti, c'est désolant, t'es parti. Laisse les Français se débrouiller. Je voudrais dire un truc, Omar Sy, parce qu'il y en a qui l'accusent d'être parti pour l'argent. Et il a dit, il suffit de se renseigner un peu sur la fiscalité californienne pour comprendre qu'on est bien loin du paradis ici. Et ça, je le confirme. Ça se joue. Après, la fiscalité aux États-Unis, il y a quand même un plafond sur. C'est à 20% de moins que c'est pas comme la France. Mais 20% de France. Mais on peut juste rajouter, Cyril, si vous me permettez, c'est que il fait partie des 10 artistes préférés des Français. Il est toujours dans le top 10 chaque année. Il est sorti. Non, je crois qu'il y était encore. Mais seulement, parmi ce top 10, il y a 8 artistes qui ne sont pas en France, qui ne payent pas d'impôts en France. Moi, c'est intéressant. Ça me dérange pas. Non, mais moi non plus. Non, mais je vais te dire un truc. Omar Sy, quoi qu'il arrive, il paye des impôts en France quand il fait des films en France. Évidemment. Il faut arrêter de dire qu'Omar Sy ne paye pas d'impôts en France. Exact. Omar Sy, il paye des impôts en France. Quand il tourne en France, il paye des impôts en France. Donc il faut arrêter de lui tomber dessus là-dessus. Vous allez dire que je le défends surtout, mais là, je vous le dis, Omar Sy, quand il tourne en France, il paye des impôts en France. Donc, donc il faut arrêter de dire qu'il paye. Voilà, il se barre pas avec l'oseille. C'est pas une question d'argent, il n'a rien à voir. Non, mais en fait qu'il est coproducteur de Lupin et acteur, bien sûr, dedans, je peux vous dire, il paye tout en France. Voilà, c'est une production française. Et il paye en France. Même si elle est diffusée internationalement. Alors, guerre dans la famille royale, Meghan ne veut pas qu'Harry se rapproche de la famille royale. Oui, parce que Harry doit venir en Angleterre là, le 8 mai prochain. Et puis, ça ne lui plaît pas beaucoup parce qu'elle n'aime pas quand il se réconcilie avec son frère William. Et oui, elle n'aime pas ça. Donc, ça lui déplaît, elle l'a fait savoir. Et voilà, donc ça bavarde là-dessus. Mais c'est comme ça. Même dans le contexte de la famille avec des maladies et tout ça. Ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre dans un contexte où malgré tout le papa est malade. Non, mais elle s'exprime en disant qu'elle ne souhaite pas que justement son mari Harry communique avec son frère William. Oui, mais sachant que Kate est malade et qu'elle se bat contre un cancer, bien sûr. Elle pourrait dire c'est bien que tu resserres un peu les liens familiaux. Qui vous a demandé de donner votre avis? Non, mais j'aimerais bien savoir, oui. Oui, mais quand William et Kate leur ont tendu la main à Meghan et Harry, pour elle, il y a une forme d'opportunisme de leur part. Et elle a peur, comme c'est un peu dans le couple, c'est la leader. Elle a peur qu'Harry soit trop naïf. Et que William lui tende la main quand il est fragilisé, quand son couple est fragilisé, pour utiliser Harry après. Donc c'est vrai qu'elle est extrêmement radicale, brutale, et elle lui dit « tu vas encore te faire avoir ». Il y a un jeu politique, bien sûr, aussi. Bien sûr. Un jeu politique. On va parler de David Hallyday. Le chanteur sort un nouvel album le 21 juin, intitulé « Requiem pour un fou », composé de reprises de chansons de son père et de nouveaux titres. Un album qu'il a préparé avec émotion et surtout avec l'accord de Laetitia. Absolument. Laetitia est l'héritière, il faut le rappeler quand même. Elle est à l'usufruit, en tout cas, de son mari. C'est-à-dire que c'est elle qui décide des sorties, etc. Livres, disques, compilations, événements, expositions. Elle a ce qu'on appelle l'usufruit. Mais David a gardé les droits très importants sur l'exploitation de 2 albums, Cadillac, puisqu'il avait travaillé avec son père sur cet album-là, et puis l'album 100%, était sorti en 2000. C'est l'album le plus vendu dans la carrière de Johnny, je précise. 2 millions. 2 millions, voilà, plus de 2 millions d'exemplaires, ce qui est quand même un record très important. Mais ils se sont très bien entendus. Il explique à nos confrères du Parisien qu'il a appelé justement Laetitia, il a contacté ses avocats, les siens, ils se sont tombés d'accord. De toute façon, c'est de l'argent, cet album va générer de l'argent aussi pour la succession Hallyday que gère Laetitia. Il se livre comme jamais, dans le livre également qu'il écrit. Il dit énormément de choses. Meilleur album. Oui.
c'est une volonté de sa part de pacification totale. C'est-à-dire qu'il dit « je ne suis pas hors la loi, j'ai fait ça dans les règles ». Il revient même sur les déclarations de Jade et Joy, vous savez, qui avaient affirmé qu'il avait fait de belles promesses à l'époque, qu'il n'avait pas tenues. Donc il dit, voilà, c'était raide d'entendre ça, mais elles ont le temps de grandir comme j'ai grandi, et ce projet leur fait plaisir. Voilà, c'est réconciliation générale. Oui, mais c'est l'intérêt aussi. N'oublions pas que c'est Laetitia qui touche les droits d'interprète. Il faut rappeler que sur une chanson, il y a des droits d'interprète que touche l'artiste. Une fois que l'artiste décède, c'est son ayant droit ou ses héritiers qui touchent. Donc c'est Laetitia, là, en l'occurrence. Et puis après, il y a les droits d'auteur et les droits de compositeur. C'est encore autre chose. Donc les gens ont tendance à mélanger tous les droits, en fait. Bernard, il dit quoi dans le livre? Je l'ai reçu, et ça passera demain matin sur RFM, à midi. Et il dit quand même que tout ce qui s'est passé autour de la mort de Johnny reste irréparable. Mais il avoue que moi, je l'ai trouvé extrêmement mûr, très apaisé. Il dit que la musique apaise tout et qu'il veut vraiment tourner la page. Là, il prépare vraiment une tournée symphonique qui va être extraordinaire, avec tous les grands titres à la fois de Johnny qu'il a choisi avec Laetitia, et les chœurs de Laetitia, bien sûr, et les siens. Et là, il veut donner un grand show. C'est l'affiliation, c'est la transmission. Il a toujours envie de ça. Il est très heureux de retrouver son père de cette façon. Voilà, ça démarre le 2 novembre et il sera le 12 et 13 novembre au Palais des Sports à Paris. Il dit quoi dans ce livre? Il raconte finalement son rapport avec son père. C'est très compliqué. Il est né en 1966, David. Il a rarement vu son père. Il était en tournée d'été, tournée d'hiver, tournée d'automne. Il enregistrait des albums. Après, non mais c'est-à-dire qu'il parle de l'absence de son père dans sa vie d'enfant. Oui. Ça peut arriver. Mais il dit quoi dans ce livre? Il dit qu'il apaisait son père aussi. Oui, alors en même temps, c'est-à-dire, mais il raconte un peu cette histoire parce que lui ne l'avait jamais raconté. C'est souvent des proches de l'entourage, y compris sa maman Sylvie Vartan, qui racontait aussi sa vie. Ça vous fait rire? J'ai rien dit, moi. Il dit quoi dans ce livre? Il dit il y a 300 pages. Hein. Il dit quoi important? Il explique ses rapports avec son père, tout simplement. Il dit quoi? Tu l'as lu ce livre? J'ai lu le livre, évidemment. Vous allez vous foutre de notre gueule. Il explique tout ce qu'il n'a pas pu dire du vivant de son père. Il dit quoi? Moi aussi, je peux lire le... Lisez-le. Lisez-le. Donnez des exemples. Il dit quoi? Par exemple, un exemple très précis. C'est dans le livre, ça se trouve. C'est dans le livre, exactement. Je ne vais pas vous donner le numéro de la page, mais pas loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand son père le choisit pour faire l'album, en 1998, un album qui ne s'appelait pas encore 100%, pour faire les musiques, les paroles et réaliser également l'album, musicalement. Il explique comment ça s'est passé, tout simplement. Et après, son père lui a redemandé, il explique parfaitement ça dans le livre, il lui a redemandé... Il explique comment? Oui. Non, mais il dit quoi dans le livre? Vous êtes lourd, là. Non, alors, il explique un truc très précis, parce qu'après les 2 millions d'albums vendus de 100%... Vous l'avez lu quand, le livre? Après les 100%, 2 millions d'albums, Johnny lui a demandé un second album. C'est vrai. Il a fait 5 chansons et pour Johnny. Et Johnny est reparti sur un autre projet à ce moment-là, avec Warner. Et donc, il n'a pas sorti ces 5 chansons. Et c'est cette année, dans la tournée qui démarre le 2 novembre, que David a repris les premières chansons qu'il avait écrites sur ce second futur album. Il n'a pas eu lieu. C'est sûr, il n'a pas lu le livre. Tu massacres le bouquin, là. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. Merci, c'est bon. Notamment la chanson Le plus heureux des hommes qui vient de reprendre, effectivement. Pourquoi vous faisiez la moue quand il... Non, parce qu'en fait, il m'a expliqué hier, David, simplement, c'est que c'est lui qui a refusé de faire le deuxième album. Son père lui avait demandé, et il m'a bien dit, David, que c'est lui qui a refusé de le faire, parce que justement, il avait fait un tel succès, etc., qu'après, il ne se sentait pas capable, il avait peur de ne pas renouveler ce succès, vu le respect qu'il a pour son père et pour les fans de son père. Il y a quoi dans ce livre? Moi, je trouve qu'il y a une très belle phrase, c'est la plus belle phrase, je ne sais pas si vous la connaissez, cher Fabien, je pense que c'est quand il dit « Je touche à quelque chose de sacré ». Et ça, je trouve que c'est bien, parce que c'est vraiment la phrase forte. Et je vous ai dit... Pas la phrase forte. Elle n'est pas dans le livre. Ah ben voilà, ça y est, vous avez rectifié une extrémiste, parce que je vous avais dit... Il est bon, il est bon. Elle n'est pas dans le livre, il a raison. Elle n'est pas dans le livre. Bravo Gilles. Bravo Gilles. Absolument. Par contre, vous ne l'avez pas lu non plus. Non. Mais moi, je n'ai pas prétendu l'avoir lu. Il n'y a pas de sortie. Mais vous donnez des infos depuis tout à l'heure. C'est vrai. Non, mais parce que David a parlé récemment. Ouais, mais bon, vous ne l'avez pas lu. Il parle beaucoup. D'ailleurs, la Warner a sorti un titre, c'était en novembre, je crois, Un cri. Un titre inédit, Un cri, où la Warner a sorti ça avec Laetitia. Et là, je lui ai appris hier
David, que la Warner sortait encore un titre, je ne sais pas si tu es au courant. Absolument. Qui s'appelle comment? Il fouille les cartons en ce moment. Il s'appelle Grave-moi le cœur. Il n'est pas au courant, il n'est pas au courant. Gratte-moi le cœur. Grave-moi le cœur. Grave-moi le cœur, écrit en 1996, que Warner va sortir. Du coup, le livre, il s'appelle comment? Le livre s'appelle comment, tiens, d'ailleurs? Meilleur album. D'accord. Il ne savait pas. On a vu, on dirait moi. Ah non, mais c'est pas possible. Il est à l'école. Il s'appelle comment? Il a vu sa vie défiler. Non, mais il a été trop vite. On parle de Kenji parce que c'est un truc, ça rebondit encore et encore et encore. Bah pour eux. C'est Jeff Panaclock, vous l'avez vu, il s'est confié sur son burn-out qui s'est déclenché sur scène. C'est incroyable. Regardez cette vidéo est très forte. C'était dans un aparté. Je vous avoue que c'est une torture. Hein. Je souffre sur scène en ce moment. Donc, je me pose la question, mais évidemment, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Cet épisode de burn-out, comment on se remet? Ça s'est déterminé par un épisode très particulier pour moi. J'aurais jamais pensé le faire. C'est que j'ai quitté la scène, en fait. La musique part, que je suis censé commencer à chanter, et d'un seul coup, je m'en vais, quoi. Je suis parti tout droit dans ma loge et je savais plus quoi faire. Même moi, je sais même pas ce qui s'est passé dans mon cerveau à ce moment-là, un coup de nerf. Et puis après, je peux pas laisser 5000 personnes attendre. Et j'ai joué et puis voilà, on a fini à l'hôpital. Mais tout va bien aujourd'hui, hein. Voilà. Je suis très ému, mais je suis très heureux. Jeff Panaclock. Il a un problème avec son bras droit, en fait. Ouais, non, mais pas son bras droit, son vrai bras droit. Oui, son vrai bras droit. Pas son bras droit. Non, oui, bien sûr. Parce que le tenir sa marionnette comme ça tout le temps sur scène, en permanence, et on répète, et dans les concerts, les spectacles, c'est très compliqué. Le problème des violonistes, donc il passe son temps chez les kinés, les chiropracteurs et les... Enfin, Jean-Marc, ça fait 10 ans qu'il a une main dans le cul, il dit rien, lui. Je suis sûr que ça va faire rire Jeff, ça, sinon, regarde, tu l'embrasses pas, mon Jeff, que j'aime. Oui, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de pathos, mais c'est vrai qu'il y a ces douleurs physiques. Et cette histoire de burn-out, là, il en parle à plat comme ça fait froid dans le dos. Il quitte la scène, il revient in extremis. On savait que c'est quelqu'un... C'est vrai que j'avais jamais pensé. Mais oui. Quand t'es tout le temps comme ça. Bien sûr, évidemment. C'est sûr, les violonistes ont le même problème. Non, mais trop il est tout le temps comme ça. Il dit que c'est une torture qui souffre. Travailler l'épaule, en fait. Travailler les épaules. Kiné avant, kiné après. En fait, c'est tout part de l'épaule, en fait. Tu vois, il faut vraiment renforcer l'épaule, en fait. Et parfois, il se pose la question, il le dit lui-même, est-ce que je vais continuer ou pas? Est-ce que je vais pouvoir continuer? Je vous jure, c'est fou. J'avais jamais pensé ça, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, on va revenir sur l'affaire de la semaine, bien entendu, celle de Kenji, retrouvé donc blessé par balle dans la nuit de dimanche à lundi près de Biscarrosse. Hier, le procureur a fait des révélations très précises sur l'enquête, et on va évoquer des nouveaux éléments ce soir. Comment va-t-il aujourd'hui? Va-t-il pouvoir rechanter rapidement? Qu'en pensent les managers du chanteur? On va revenir sur toutes ces interrogations. Et déjà, le procureur, parce qu'il a été assez critiqué, le procureur, et il a dit qu'il avait pris contact avec Kenji, c'est que Kenji lui avait autorisé à dire tout ce qu'il avait dit, c'est ça, hein? Oui. Ce qu'il le dit d'ailleurs en début de conférence de presse, regardez. Pareil. Je terminerai véritablement en indiquant que j'ai estimé naturel de devoir prendre attache avec, avant cette conférence de presse avec Kenji Girac et avec Soraya Miranda, pour leur annoncer les conclusions qui étaient les miennes à ce stade et évoquer ce que je viens de vous indiquer. Voilà, donc c'était pas au début, mais voilà, oui. Alors, il y a un gros problème à propos de ça, parce que c'est vrai qu'il a eu la compagne de Kenji. A-t-il eu Kenji? Il dit que oui, semble-t-il. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, je vais parler des faits. Visiblement, il ne leur a jamais explicité qu'il allait parler de leur couple, du moment où ils se sont rencontrés, de leur vie ensemble, etc. C'est-à-dire qu'il allait faire une sorte de diaporama de la vie entière de Kenji avec sa compagne. Et ça pose problème, parce que jusqu'où un procureur peut aller. Voilà. Alors, il n'y a pas de secret de l'instruction, parce qu'il n'y a pas d'instruction, c'était une enquête préliminaire. Mais c'est vrai que tout l'entourage de Kenji, Cyril, vous le disiez, est choqué par cet étalage de la vie privée de Kenji et de sa compagne. Il y en a beaucoup qui ont réagi, notamment Vianney. Beaucoup. Vianney a dit, on se croirait dans la presse. Il y a eu plus de 80 000 retweets sur le tweet de Vianney. 800 000, Cyril. 800 000. C'est-à-dire que Vianney a dit, en gros, c'est fait pour la presse people. C'est un procureur qui se préoccupe de la presse people. Et personnellement, je trouve que cet étalage de vie privée, parfois déconnecté de l'affaire, il est étonnant. Quand il
il a bu, Kenji jette des affaires dans la pièce, fracasse. C'est pas déconnecté de l'affaire. C'est pas déconnecté de l'affaire, je pense. Bah non, ça fait partie. Vous savez, dans une enquête, c'est un contexte, exactement. Elle a raison, Benaïm. C'est un contexte. C'est comme si tu dis. Non, mais je suis désolé. Là, un drame, il n'arrive pas à être tu disais le contraire hier, donc tu as encore changé d'avis. Ah non, et surtout, vous m'avez pas interrogé là-dessus. Non. J'ai bien fait. Non, grâce aux propos du procureur, ça a mis un point à tous les bavardages. Parce que justement, c'est en donnant le contexte et les détails avant et après le fait divers, je pense qu'à partir de là, les rédactions vont rester muettes, à mon sens, pour tout ce qui avait été imaginé 4 jours plus tôt. On a tout entendu, le guet-apens, la vengeance, le suicide, on avait entendu l'adultère, on a tout entendu. Donc du coup, ça a mis un point. Et je pense que c'est volontairement avec l'accord, justement, de Kenji Girac, pour nettoyer la table, parce que c'est quand même insupportable. On accusait tout le monde, souvenez-vous. Il faut se remettre dans les bavardages. Juste, j'aimerais qu'on soit dans l'info. Comment va Kenji aujourd'hui? Est-ce qu'il va sortir bientôt? Est-ce qu'il va rechanter? Que dit son entourage? Dites-moi. Il est en convalescence, il va mieux, mais ça va durer plusieurs mois. Plusieurs mois. Alors, il y a déjà 30 jours d'ITT, mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est la longueur. Le poumon a été touché et il a du mal à respirer. C'est vrai qu'il a été entendu pendant presque 3 heures, il a pu parler, mais il a des difficultés respiratoires. Alors, le procureur a dit, je sais, quand il sortira de l'hôpital, ça veut donc dire qu'il y a une sortie prévue. C'est déjà une très bonne nouvelle. Et le procureur a dit, bien entendu, pour éviter les paparazzis, je ne dirai pas quelle est la date de sortie. Mais la convalescence sera très très longue. On parle de plusieurs mois. Il faudra attendre vraiment très longtemps avant que Kenji puisse rechanter. Le truc, c'est qu'après tout ce qui a été dit, ce qu'a dit sa femme, de rien aux enquêteurs, etc., est-ce que l'ambiance aujourd'hui, elle doit être quand même compliquée, non? C'est très compliqué. Et c'est ce que je disais aussi. Le grand déballage fait que c'est vrai que la solidité du coup va être mise à rude épreuve. Et le procureur a classé l'affaire sans suite. D'accord. C'est-à-dire que Kenji ne sera même pas, semble-t-il, poursuivi pour usage de stupéfiants, cocaïne, ni même, semble-t-il également, par rapport à l'arme. Voilà. Il ne sera pas poursuivi, c'est classé sans suite. Mais il se pose quand même beaucoup de questions. Il buvait de l'alcool, il prenait de la cocaïne, il faudra un protocole de soins. Non mais ça, c'est positif ce que je dis. Il faudra un protocole de soins, une désintoxication pour qu'il puisse aller mieux. Moi, je voudrais dire aussi, il y a énormément de gens, après avoir vu les déclarations du procureur, qu'on dit « Ah, c'est pas le gentil Kenji qu'on connaît, etc. » Alors je vais vous dire un truc, ça n'a rien à voir. Kenji, moi je le connais et je l'ai vu, on a fait de nombreuses émissions avec lui. C'est un mec d'une gentillesse incroyable. Il demande rien. Il a toujours été avec les équipes incroyables. Sa famille, c'est des amours. Franchement, c'est des amours de gens. Et Kenji, voilà, je vous le dis, moi, je ne rentre pas dans ces histoires de travail. En tout cas, moi, pour avoir travaillé avec lui et pour avoir fait des émissions avec lui, des spéciales avec lui, ça a été un bonheur total. Il est toujours heureux de jouer de la musique, de donner du bonheur aux gens. Et c'est un garçon que j'aime vraiment profondément. C'est un amour de mec. Et voilà, c'est un mec qui a toujours le sourire. Et je vais vous dire, voilà, même moi de savoir, moi ce qui m'a le plus peiné dans cette histoire, c'est de savoir que Kenji avait été mal. Voilà, en fait, moi, c'est le truc qui m'a le plus peiné dans cette affaire. Mais au début, on était tous inquiets, on s'est dit est-ce qu'il va s'en sortir. Là maintenant, on est heureux qu'il s'en sorte. Mais c'est vrai que ce qui m'a le plus peiné, c'est de savoir que voilà, il avait un mal-être. Et parce que j'aime tellement le garçon et à chaque fois que je le vois, c'est un bonheur à lui tout seul. Il sourit tout le temps, il est toujours content, il est toujours il est toujours heureux de donner du bonheur aux gens, ce que je disais. Et de le voir et de savoir qu'il n'est pas bien, ça a touché tout le monde. Bien sûr. Et c'est pas le premier artiste. Oui, mais on parle de lui, là. Oui, je parle de Kenji, mais Johnny avait fait une tentative de suicide aussi en 67 comme ça. Il avait avalé une bouteille d'éther, des barbituriques et s'était ouvert les veines. Justement, tout le monde s'interrogeait en 67, savoir s'il allait remonter sur scène. Et puis finalement, il a fait une carrière incroyable parce que le public, ce qui se passe, c'est que ça, c'est un appel au secours quelque part. Et le public, d'un seul coup, va donner à Kenji, dans ses futurs mois de carrière, 3 fois plus d'amour encore qu'il n'a eu jusqu'à maintenant. Elles sont sur les infos sur Kenji. Voilà, aujourd'hui, donc, ça en est où? Est-ce qu'on sait ce qui va se passer? Classement sans suite, donc maintenant, il faut qu'il reconstruise aussi son couple. Donc la fin de l'histoire. Oui, fin de l'histoire judiciaire. Il n'y aura pas de poursuite. La tentative de suicide, alors tentative de suicide simulée ou non, n'est pas répréhensible en France. Dans certains pays, ça l'est, pas en France.
Donc voilà, il a voulu se faire du mal à lui-même. Il ne sera pas poursuivi pour ça. Malgré tout, on peut quand même avoir une pensée pour sa femme, parce que c'est traumatisant de voir un type qui vous dit un chantage, parce qu'il a fait un chantage. Je vais me tuer si tu me quittes. Donc c'est une violence aussi pour sa femme. Et moi, je pense aussi à sa petite fille qui a peut-être assisté à son papa qui a essayé de se tuer ou faire semblant de se tuer. On ne sait pas vraiment. Mais il faut aussi avoir cette pensée-là. Et c'est vrai, moi, que Kenji, c'est un garçon extrêmement charmant, mais ça reste quand même quelque chose, moi, je trouve, on ne parle pas assez de cette femme qui a vécu quelque chose. Je voulais en parler, moi, de cette femme, parce que chantage. Même après tout ce qu'elle a dit sur la communauté gitane, comment ça va se passer derrière? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, et c'est ce que me disait un pote, un animateur très connu que vous connaissez tous, qui m'a écrit hier, qui m'a dit, moi maintenant je suis très inquiet pour sa femme, parce que voilà, comment ça va se passer derrière, pour le couple, et comment ça va se passer, comment elle va être acceptée à nouveau, parce que c'est vrai que là, après tout ce qui a été dit, ça peut être compliqué. Oui, d'autant qu'elle a énormément parlé au procureur, et elle a confié les difficultés du couple, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent en 2014, ils vivent ensemble en 2020, c'est pas évident, elle est mal acceptée, donc c'est très difficile pour elle. C'est aussi pour ça, encore une fois Cyril, moi j'étais pas d'accord, mais c'est aussi pour ça que le procureur s'est étendu en long et en large. C'est pour expliquer qu'elle n'y était pour rien. Voilà. Et dans les propos du procureur, il y a aussi une volonté de réconciliation générale. Après, ça va être difficile pour elle parce qu'elle n'était pas acceptée. Parce que vis-à-vis des parents de Kenji, c'est très compliqué. Voilà. Parce qu'elle ne veut plus du mode de vie, des déplacements, des voyages. Elle veut que l'enfant soit scolarisé. Elle ne veut plus qu'il y ait plusieurs mois de déplacement. Donc, elle voulait faire changer son mode de vie à Kenji. Et ça va être très compliqué dans l'avenir, effectivement. Voilà. Il y a une partie reconstruction du couple qui, maintenant, va être entamée. Voilà. Ça. Et aussi et la famille, parce qu'il y en a beaucoup qui disent comment elle peut... on sait la communauté gitane, est-ce qu'elle ne va pas lui en vouloir? Très soudée. Et la réponse est si. Forcément, puisqu'en plus, elle a énormément parlé. Et c'est pas pour rien si au début, Kenji n'a parlé que 5 minutes. C'est pas pour rien si les enquêteurs ont été mal accueillis. La communauté gitane, les gens du voyage, vivent reclus. On garde nos secrets dans la famille. Il y a une sorte d'omerta ou de loi du silence. Donc, effectivement, tout ce qu'elle a dit va rendre son acceptation par cette communauté des gens du voyage encore plus difficile, Cyril. Il ne faut pas le nier. Voilà. Elle est en Suisse, sa famille est en Suisse. Où vont-ils vivre après? Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Alors, justement, aussi, on pense bien sûr à la fille aussi de Kenji, 3 ans. Ça doit vous rendre compte, est-ce qu'elle était dans la caravane quand ça s'est passé? Oui, elle était. Elle y était, elle y était, bien sûr. Vous vous rendez compte, donc, le traumatisme, même si elle a 3 ans, c'est un... Ça peut être un traumatisme, bien entendu. Exactement. Est-ce que... voilà, comment ça va se passer aussi? Parce qu'il y a aussi des gens qui disent au niveau de la drogue, est-ce qu'il peut avoir de la cocaïne, est-ce qu'il peut avoir des problèmes là-dessus ou pas du tout? Alors, il en prenait 1 à 2 fois par semaine selon sa femme. Ah d'accord. Ah, oui. Voilà, oui. Il y avait une sorte d'addiction nouvelle et il y avait une addiction de plus en plus lourde à l'alcool. C'est-à-dire qu'il buvait énormément. Alors, est-ce que c'était un mélange des deux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il buvait énormément. Donc là, c'est pour ça que je disais qu'il faut qu'il se soigne. Mais en l'état actuel des choses, le procureur l'a exonéré, ce qui pose des questions. Parce qu'encore une fois, la cocaïne, il ne faut pas en prendre, c'est illégal. Mais le procureur juge qu'en quelque sorte, la seule victime, la principale victime, c'est Kenji. Donc il ne veut pas le charger plus que ça. C'est déjà dramatique pour lui. Il a failli. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Qu'aucun organe vital, vu le tir, n'ait été touché. Tir au thorax, c'est un miracle. Donc le procureur ne veut pas alourdir. Et il veut classer sans suite l'ensemble de l'affaire. Voilà. Pas de drogue, pas d'armes. L'arme. Est-ce que Kenji peut suivre des cures pour essayer de sortir de ça, parce qu'on a envie qu'il aille mieux, Kenji aussi, parce qu'on a peur pour lui après, même pour sa santé plus tard, parce que là il s'en est sorti, on n'a pas envie qu'il y ait un autre drame. Bien sûr, vu la lourdeur de l'addiction, vu parfois, entre guillemets, des cuites de 48 heures, explique sa compagne, vu son comportement quand il revient, il a bu, etc., elle lui dit de sortir. Aucune violence conjugale aussi, ça a beaucoup joué, Cyril. Ça a beaucoup joué. Voilà, il faut le préciser. Hein. Jamais quand je vous dis que c'est un amour de mec. C'est très important. Kenji, c'est un amour de mec. Voilà. Mais vraiment. Alors après, il a des travers. Voilà. Oui. Là, peut-être qu'il a un mal-être aussi, qui fait qu'il veut prendre de l'alcool, de la cocaïne. Ça arrive. Voilà, c'est un mal-être. Et on a en plus envie de le soigner et qu'il soigne et qu'il aille mieux, Kenji, plutôt que de l'accabler. Et le procureur aussi. Voilà. Le procureur, et moi, je pense que le public est comme moi. Je suis persuadé que le public, il aimera encore pas encore plus, mais parce que tout le monde aime Kenji, je pense qu'on l'aimera. Moi, je l'aime toujours, il n'y a rien à changer. Et vraiment, en tant que fan, je l'aimerais toujours, il n'y a rien qui a changé. Au contraire, j'ai plus envie qu'il s'en sorte et j'ai plus envie que Kenji... Après, toutes les légendes
je le dis, voilà, c'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, ont des histoires aussi des stars, des mallettres. Voilà, et ça les a toujours rapprochés du public. Hein. Absolument. Hein, c'est vrai. Complètement. Que vous prenez Mike Brandt, Dalida, qui ont fait des tentatives aussi comme ça. Mike Brandt, souvenez-vous, enfin, il a été sauvé par sa botte. Sa botte. Il est sauté du 5e étage de l'hôtel de la Paix de Genève, chambre 510, 509. Ouais. Il a sauté, il est accroché par la talon de la botte du 3e étage. Il était en babouche, c'était terminé. En babouche, plus de Mike Brandt. Non mais c'est fou. Non mais c'est fou. Et Dalida, quand elle a loué une chambre au Prince de Galles en 67, à la suite de son fiancé Luigi Tenco qui s'était suicidé pendant le festival de San Remo, elle s'est enfermée dans l'hôtel du Prince de Galles. Et à ce moment-là, elle a pris des barbituriques, de l'alcool, etc. Et c'est la femme de chambre, inquiète de la pancarte sur la porte, ne pas déranger, qui a quand même à un moment donné appelé la direction de l'hôtel, il faut ouvrir la chambre, ils l'ont trouvée, mais in extremis. Et ils l'ont sauvée de cette manière, de son premier suicide, parce qu'après, en 1987, elle se suicidera malheureusement pour de bon. Et Mike Brandt aussi, non? Mike Brandt aussi se défenestrera. Alors là, c'était plus compliqué parce qu'il a tapé. Bon, il n'est pas mort en tombant, vous vous rappelez, sur le dossier de police. C'est-à-dire qu'il a tapé le réverbère, la R5 garée en bas, un couple de passants qui sont passés à 1 mètre du corps qui est tombé de la hauteur du 7e étage. Et c'est un traumatisme absolu. Et il est mort seulement dans le fourgon entre le 6 de la rue Erlanger et l'hôpital à Boulogne, Ambroise Paré. Merci. Je vais vous dire. Merci, on se retrouve demain dans Face à Hanouna. Merci à tous. Merci. Merci, tout de suite, Royauté sur C8, ça cartonne.